Imaginez un royaume qui n'existe plus sur les cartes, mais dont le fantôme traverse encore l'Europe centrale. Un peuple venu des steppes qui devint chrétien. Une couronne sacrée plus ancienne que la plupart des nations. Des rois qui combattirent les Mongols, puis tombèrent face aux Ottomans. Un empire partagé, déchiré, puis réinventé sous une double monarchie qui devait changer le visage du continent. Comment une nation peut-elle survivre à 1000 ans de conquête, de partition, de renaissance? Pourquoi la Hongrie, ce pays au cœur de l'Europe, demeure-t-elle une énigme pour tant de gens? Et que nous dit son histoire sur la fragilité des frontières, sur la persistance des identités, sur la manière dont les peuples se souviennent et oublient? Ce n'est pas une histoire simple, c'est une mosaïque de batailles, de conversions religieuses, de mariages dynastiques, de trahisons et de résilience. C'est l'histoire d'un peuple qui parlait une langue unique, sans parenté claire avec ses voisins slaves ou germaniques. C'est l'histoire d'une couronne qui fut volée, perdue, retrouvée, cachée dans des monastères et des grottes. C'est l'histoire d'une terre qui fut à la fois le rempart de la chrétienté et le terrain de jeu des empires. La Hongrie n'a jamais été un simple spectateur de l'histoire européenne. Elle en fut souvent l'acteur central, le lieu où se décidait le sort de l'Occident face à l'Orient. Pour comprendre la Hongrie, il faut remonter bien avant les châteaux gothiques et les bains thermaux de Budapest. Il faut retourner dans les plaines infinies de l'Eurasie, où galopaient des cavaliers qui ne connaissaient ni l'écriture ni les villes fortifiées. Il faut imaginer un monde où les frontières étaient floues, où les empires naissaient et mouraient en une génération, où la survie dépendait de la rapidité de vos chevaux et de la loyauté de votre clan. C'est dans ce monde que commence notre histoire, bien avant que le nom même de Hongrie n'existe. Au IXe siècle, l'Europe était un continent en pleine transformation. Charlemagne était mort depuis quelques décennies, et son empire se fragmentait entre ses héritiers. Les Vikings terrorisaient les côtes du Nord. Les Arabes contrôlaient l'Espagne et une partie de la Méditerranée. Et à l'est, dans les steppes sans fin qui s'étendèrent de la mer Noire jusqu'aux confins de la Chine, des peuples nomades continuaient leur danse ancestrale de migration et de conquête. Parmi ces peuples, il y avait les Magyars. Qui étaient les Magyars? La question hante encore les historiens. Leur langue ne ressemble à aucune autre en Europe, sauf au finnois et à l'estonien. Mais ces liens sont si lointains qu'ils remontent à des millénaires. Les Magyars eux-mêmes gardaient des légendes sur leurs origines, parlant d'un ancêtre mythique nommé Magog, fils de Japheth, ou d'une alliance sacrée entre 7 tribus dans les steppes. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au IXe siècle, ils vivèrent quelque part entre la Volga et le Don, dans une région que les chroniqueurs byzantins appelaient Etelkeuse ou Levedia. C'étaient des guerriers montés, des archers redoutables qui avaient perfectionné l'art du tir à l'arc depuis la selle. Ils ne connaissaient pas la peur des batailles rangées et préféraient les raids rapides, les embuscades, les fausses retraites qui attiraient l'ennemi dans des pièges mortels. Leurs chevaux étaient petits mais résistants, capables de parcourir des distances immenses sans fatigue. Leurs campements étaient des villes mobiles de yourtes et de chariots. Ils vénéraient le ciel et les esprits de la nature, sacrifiaient des chevaux blancs à leurs dieux et brûlaient leurs morts avec leurs armes et leurs richesses. Mais les steppes n'étaient pas un paradis paisible. C'était un monde de violence constante, où chaque tribu devait se battre pour survivre. Dans les années 880, une nouvelle menace apparut. Les Péchénègues, un autre peuple nomade, encore plus féroce, encore plus nombreux. Ils attaquèrent les Magyars avec une fureur inouïe, détruisant leurs campements, massacrant leurs troupeaux. Les Magyars durent faire un choix terrible, rester et périr, ou partir vers l'ouest et chercher une nouvelle terre. Ce fut Arpad, le chef de la principale tribu magyare, qui prit la décision. Les chroniques médiévales le décrivent comme un homme de grande sagesse et de courage. Descendant direct d'Almos, le chef légendaire qui aurait reçu en rêve la promesse d'une terre promise au-delà des Carpates. En 895 ou 896, les dates sont incertaines,
Arpad mena son peuple à travers les cols des montagnes des Carpates et descendit dans le bassin pannonien. Ce bassin était une terre bénie par les dieux. De vastes plaines fertiles s'étendaient à perte de vue, traversées par le Danube et la Tisa, deux fleuves généreux qui nourrissaient les cultures et les troupeaux. Le climat était plus doux que dans les steppes, les hivers moins meurtriers, les étés moins torrides. Il y avait des forêts pleines de gibier, des lacs poissonneux, des collines où poussait la vigne, et surtout, la région était peu peuplée. L'ancien empire d'Avarie s'était effondré un siècle plus tôt, décimé par les armées de Charlemagne. Les Slaves qui vivaient là étaient dispersés en petits villages, sans organisation militaire centralisée. Les Magyars ne demandèrent pas la permission. Ils prirent possession de la terre avec la confiance de ceux qui savent que les dieux sont de leur côté. Ils s'installèrent dans les plaines, établissant leur campement le long des rivières. Ils assimilèrent ou chassèrent les populations locales. Et très vite, ils transformèrent le bassin pannonien en base arrière, pour des raids qui allaient terroriser l'Europe pendant plus d'un demi-siècle. Entre 900 et 955, les Magyars lancèrent des dizaines d'expéditions militaires à travers l'Europe. Ils pillèrent l'Italie du Nord, ravagèrent la Bavière et la Souabe, poussèrent jusqu'en Bourgogne et en Aquitaine. Ils brûlèrent des monastères, enlevèrent des nobles pour les rançonner, s'emparèrent de trésors d'église. Les chroniqueurs européens les appelaient les fléaux de Dieu, comparant leurs raids à ceux des Huns 4 siècles plus tôt. Les prières chrétiennes de l'époque suppliaient, de la fureur des Hongrois, « Délivre-nous, Seigneur ». Mais ces raids avaient un but précis. Ils n'étaient pas simplement du pillage gratuit. Les Magyars cherchaient des richesses pour consolider leur pouvoir, pour récompenser leurs guerriers, pour impressionner et soumettre les tribus voisines. Ils testaient aussi les défenses européennes, cherchant des faiblesses, des alliances possibles. C'était une stratégie qui avait fonctionné pour d'autres peuples nomades avant eux. Mais elle allait se heurter à un obstacle imprévu. En 955, une armée magyare massive, peut-être 10 000 cavaliers, envahit la Bavière et progressa vers l'ouest. Le roi Othon Ier de Germanie, qui allait devenir empereur du Saint-Empire romain germanique, décida que c'en était assez. Il rassembla une coalition de princes germaniques et de contingents tchèques. Le 10 août de cette année-là, près de la rivière Lech, à Augsbourg, les deux armées s'affrontèrent dans une bataille qui allait changer le destin de la Hongrie. Les Magyars utilisèrent leur tactique habituelle. Pluie de flèches, fausse retraite, attaque sur les flancs. Mais cette fois, les Germaniques ne paniquèrent pas. Othon avait préparé ses troupes, les avait équipées d'armures lourdes, leur avait ordonné de maintenir la formation coûte que coûte. Quand les Magyars se replièrent pour simuler une déroute, les Germaniques ne poursuivirent pas aveuglément. Et quand les Magyars revinrent à la charge, ils trouvèrent un mur de boucliers infranchissable. La bataille tourna au massacre. Des milliers de guerriers magyars périrent. Les survivants furent poursuivis et beaucoup furent capturés et exécutés. La défaite d'Augsbourg fut un choc existentiel pour les Magyars. Leurs raids en Europe occidentale cessèrent presque immédiatement. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus vivre comme des nomades pillards, qu'ils devaient se transformer ou disparaître. Et c'est à ce moment que l'histoire de la Hongrie prit un tournant décisif. Les descendants d'Arpad, qui gouvernaient toujours les tribus magyars, décidèrent d'adopter le modèle européen. Construire un royaume chrétien, avec des villes, des lois écrites, une administration centralisée. Cette transformation ne fut pas instantanée. Elle prit plusieurs générations, mais elle fut menée avec une détermination remarquable. Le petit-fils d'Arpad, un prince nommé Géza, commença le processus dans les années 970. Il invita des missionnaires chrétiens, principalement des Allemands, à venir évangéliser son peuple. Il fut baptisé lui-même, même s'il continua secrètement à faire des sacrifices aux anciens dieux, par prudence. Il maria son fils à Gisèle, une princesse bavaroise de la puissante dynastie des Wittelsbach. Ce fils allait devenir le roi le plus important de l'histoire hongroise. Étienne Ier, appelé aussi István en hongrois, monta sur le trône autour de l'an 1000.
Les chroniques racontent qu'il reçut sa couronne directement du pape Sylvestre II, qui aurait envoyé une couronne bénie spécialement pour lui. Cette couronne, ou du moins une couronne qui lui fut associée plus tard, devint la Sainte Couronne de Hongrie, l'objet le plus sacré de la nation hongroise, le symbole de sa continuité à travers les siècles. Étienne comprit que pour transformer les Magyars en Hongrois, il devait agir sur tous les fronts à la fois. Il imposa le christianisme avec une fermeté qui frisait parfois la cruauté. Les païens récalcitrants furent punis, leurs lieux de culte détruits. Il fonda des évêchés, construisit des cathédrales, invita des moines bénédictins à établir des monastères. Il divisa le royaume en comitats, des unités administratives dirigées par des nobles fidèles. Il promulgua des lois écrites, inspirées du droit canonique et des codes germaniques qui régulaient tout, du mariage aux héritages, du commerce au crime. Il frappa des monnaies d'argent, portant son image et la croix chrétienne. Mais Étienne ne voulait pas simplement copier l'Occident. Il voulait créer une synthèse unique entre les traditions magyares et la civilisation chrétienne. Il permit aux nobles magyars de conserver leurs terres et leurs privilèges, à condition qu'ils acceptent le baptême et servent la couronne. Il encouragea l'utilisation du latin comme langue administrative, mais permit aux Hongrois de parler leur propre langue. Il accueillit des colons allemands, italiens et slaves, créant une société multiculturelle où différentes communautés coexistaient sous l'autorité royale. Étienne mourut en 1038, le 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Il fut canonisé quelques décennies plus tard et devint le saint patron de la Hongrie. Sa main droite momifiée, conservée dans une châsse dorée, est encore aujourd'hui l'une des reliques les plus vénérées du pays. Mais plus important que son statut de saint, Étienne laissa derrière lui un royaume viable, une structure étatique qui allait survivre pendant des siècles. La dynastie Arpade continua à régner sur la Hongrie pendant près de 400 ans après Étienne. Ce fut une période extraordinaire, remplie de hauts et de bas, de rois brillants et de rois médiocres, de conquêtes et de crises. Le royaume s'agrandit vers le sud, absorbant la Croatie, la Slavonie, la Dalmatie. Il s'étendit vers l'est, en Transylvanie, où vivaient des Hongrois, des Saxons allemands et des Sicules. Une population mystérieuse peut-être apparentée aux Magyars. Il devint l'un des plus grands royaumes d'Europe, rivalisant en puissance avec la France, l'Angleterre et le Saint-Empire. Les rois Arpades ne furent pas seulement des guerriers. Ils furent aussi des bâtisseurs, des législateurs, des mécènes. Ils fondèrent des villes magnifiques comme Esztergom, Székesfehérvár, Buda et Pest. Ils construisirent des châteaux de pierre qui hérissaient les collines, des églises romanes puis gothiques qui touchaient le ciel. Ils attirèrent des savants, des artistes, des artisans de toute l'Europe. La cour hongroise devint un centre de culture raffinée, où l'on parlait latin, allemand, français et italien aussi bien que hongrois. Mais cette grandeur avait un prix. Les rois devaient constamment lutter pour maintenir leur autorité face aux nobles, les magnates qui possédaient d'immenses domaines et commandaient des armées privées. Ils devaient défendre leurs frontières contre des ennemis multiples, les Byzantins au sud, les princes russes à l'est, les Polonais au nord, les Allemands à l'ouest. Et périodiquement, ils devaient faire face à des menaces existentielles venues des steppes. En 1241, l'une de ces menaces se matérialisa de la manière la plus terrible possible. Les Mongols, les descendants de Gengis Khan, envahirent l'Europe orientale avec une armée massive. Ils avaient déjà détruit les principautés russes, massacré des centaines de milliers de personnes. Le roi de Hongrie, Béla IV, essaya de les arrêter. Le 11 avril 1241, près de la rivière Sajó, dans l'est de la Hongrie, l'armée hongroise affronta les Mongols dans une bataille qui devint un cauchemar. Les Hongrois étaient courageux, mais les Mongols étaient disciplinés, organisés, impitoyables. Ils utilisèrent des catapultes lançant des pots de naphte enflammés, terrorisant les chevaux hongrois. Ils simulèrent des retraites qui attirèrent les Hongrois dans des embuscades. Ils laissèrent délibérément une voie d'évasion ouverte,
puis massacrèrent les fuyards qui se précipitaient dans ce piège. L'armée hongroise fut anéantie. Des dizaines de milliers de soldats périrent. Le roi Béla s'enfuit de justesse, se cachant sur les îles de l'Adriatique, pendant que les Mongols dévastaient son royaume. Pendant plus d'1 an, les Mongols occupèrent la Hongrie. Ils brûlèrent des villes entières. Ils tuèrent peut-être 1/4 ou 1/3 de la population totale. C'était une apocalypse comparable à ce que la peste noire infligerait un siècle plus tard. Puis, soudainement, en 1242, les Mongols partirent. Le grand Khan était mort en Mongolie et les généraux mongols devaient retourner pour participer à l'élection d'un successeur. Béla revint et passa le reste de sa vie à reconstruire son royaume. Il invita des colons allemands et slaves pour repeupler les villages détruits. Il construisit des dizaines de châteaux de pierre, créant un réseau défensif qui rendrait toute future invasion plus difficile. La dynastie Arpad survécut à l'invasion mongole, mais elle ne survécut pas à ses propres divisions internes. Les règles de succession étaient complexes et souvent contestées. Les rois devaient partager le pouvoir avec leurs frères et cousins, qui recevaient des apanages, des duchés semi-autonomes. Cela créait des tensions constantes, des guerres civiles larvées. En 1231, déjà avant les Mongols, le jeune roi André II avait dû concéder une bulle d'or, une charte qui limitait le pouvoir royal et garantissait des privilèges aux nobles. C'était l'équivalent hongrois de la Magna Carta anglaise, mais avec des conséquences encore plus profondes pour l'équilibre des pouvoirs. Le dernier roi de la dynastie Arpad fut André III, qui mourut en 1301 sans héritier mâle. Sa mort marqua la fin d'une ère. La Hongrie entra dans une période de crise dynastique où la couronne passa à des maisons étrangères. Les Anjou de Naples, les Luxembourg, les Jagellons de Pologne. Ces rois étrangers apportèrent des perspectives nouvelles, des alliances européennes différentes, mais aussi des tensions, car ils étaient perçus comme moins légitimes que les descendants d'Arpad. Parmi ces rois étrangers, certains furent remarquables. Louis Ier, de la maison d'Anjou, qui régna de 1342 à 1382, fut l'un des plus grands monarques de l'histoire hongroise. Il étendit considérablement le territoire du royaume, régnant aussi sur la Pologne après la mort de son oncle. Il mena des campagnes en Italie, en Bulgarie, en Bosnie. Il transforma Bouda en une capitale splendide, attirant des artistes italiens qui introduisirent les premiers éléments de la Renaissance. À sa mort, la Hongrie était à l'apogée de sa puissance médiévale. Mais cette puissance était illusoire. Elle reposait sur un équilibre fragile entre le roi et les magnates, sur des conquêtes qui demandèrent des ressources constantes, sur des frontières qui s'étiraient de l'Adriatique à la Galicie. Et surtout, elle ignorait une menace nouvelle qui grandissait au sud, au-delà du Danube, dans les Balkans. Une menace qui allait changer non seulement l'histoire de la Hongrie, mais celle de toute l'Europe. Au XIVe siècle, un petit beylicat turc en Anatolie commença à s'étendre de manière explosive. Son fondateur, Osman, donna son nom à ce qui allait devenir l'Empire ottoman. Les Ottomans n'étaient pas les premiers Turcs à menacer l'Europe. Les Seldjoukides les avaient précédés, mais ils furent de loin les plus redoutables. Ils combinaient le fanatisme guerrier des Ghazis, ces combattants de la foi islamique, avec une organisation militaire et administrative héritée des Byzantins et des Perses. Ils utilisaient la poudre à canon, les janissaires, ces soldats d'élite recrutés parmi les enfants chrétiens convertis de force, et une discipline de fer. En 1453, le sultan Mehmed II accomplit ce qui semblait impossible. Il conquit Constantinople, la ville qui avait résisté à tous les assaillants pendant plus de 1000 ans. La chute de Constantinople fut un choc pour toute la chrétienté. Elle signifiait la fin de l'Empire byzantin, la disparition du dernier vestige direct de Rome. Elle signifiait aussi que les Ottomans contrôlaient désormais les détroits entre l'Europe et l'Asie, qu'ils pouvaient menacer directement les Balkans et, au-delà, l'Europe centrale. La Hongrie se retrouva en première ligne. Les Ottomans avaient déjà occupé la Bulgarie, la Serbie, une partie de la Grèce. Ils avançaient inexorablement vers le nord. Les rois hongrois
organisèrent des croisades, appelèrent à l'aide les autres royaumes chrétiens. Mais l'aide ne vint pas ou vint trop peu, trop tard. L'Europe occidentale était divisée par ses propres conflits, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, les guerres hussites en Bohême, les luttes entre papes et antipapes. Un homme se dressa contre les Ottomans avec une détermination qui devint légendaire. János Hunyadi, né autour de 1406, n'était pas de sang royal. Il était le fils d'un noble valaque, peut-être d'origine roumaine, qui avait obtenu des terres en Transylvanie. Mais Hunyadi devint le plus grand capitaine de son temps, le champion de la chrétienté contre l'islam. Il remporta des victoires spectaculaires contre les Ottomans, notamment à Belgrade en 1456, où il défit une armée ottomane qui assiégeait la ville. Cette victoire retarda l'avancée ottomane de 70 ans et fit de Hunyadi un héros dans toute l'Europe. Hunyadi mourut quelques semaines après sa victoire, emporté par la peste qui ravageait les camps militaires. Mais son fils allait accomplir ce que le père n'avait pas pu faire, devenir roi de Hongrie. Matyas Korvin, élu roi en 1458 à l'âge de 15 ans, fut l'un des souverains les plus remarquables de la Renaissance européenne. Il transforma la Hongrie en puissance culturelle et militaire, créant la célèbre Bibliotheca Corviniana, l'une des plus grandes collections de manuscrits de l'époque, rivale de la Bibliothèque du Vatican. Il recruta des humanistes italiens, des scientifiques, des artistes. Il construisit des palais somptueux inspirés de l'architecture florentine. Mais Matyas était aussi un guerrier féroce. Il créa l'armée noire, une force professionnelle de mercenaires disciplinés, équipée d'armes à feu modernes, payée régulièrement par le trésor royal. Avec cette armée, il conquit la Bohême, la Moravie, la Silésie, une partie de l'Autriche. Il prit même Vienne en 1485, forçant l'empereur Frédéric III à fuir. Pendant un moment, il sembla que la Hongrie pourrait devenir la puissance dominante en Europe centrale, qu'elle pourrait peut-être même prendre la tête du Saint-Empire. Mais Matyas mourut en 1490, à l'âge de 47 ans, sans héritier légitime. Son fils illégitime ne fut pas accepté par les nobles hongrois, qui élurent à sa place Vladislas II, un roi faible de la dynastie des Jagellons. Vladislas était appelé avec mépris Dobj, le roi qui dit oui à tout, car il cédait à toutes les demandes des magnates. L'armée noire fut dissoute faute de paiement. Les conquêtes de Matyas furent enfin perdues. La Hongrie retomba dans les intrigues nobiliaires et le chaos administratif. Et pendant ce temps, au sud, les Ottomans se préparaient. Le sultan Soliman le Magnifique, monté sur le trône en 1520, était ambitieux, intelligent, impitoyable. Il voulait achever ce que ses prédécesseurs avaient commencé, détruire la Hongrie et ouvrir la route vers Vienne, le cœur de l'Europe chrétienne. En 1521, il prit Belgrade, la forteresse que Hunyadi avait défendue avec tant de bravoure 65 ans plus tôt. En 1522, il s'empara de Rhodes, expulsant les chevaliers de Saint-Jean. La Hongrie était encerclée. Le roi de Hongrie était maintenant Louis II, un jeune homme de 20 ans, courageux mais inexpérimenté, sans les ressources nécessaires pour affronter une puissance comme l'Empire ottoman. Les magnats hongrois se disputaient, refusant de payer des impôts pour financer une armée. Les appels à l'aide envoyés au pape, à l'empereur, aux rois de France et d'Angleterre restèrent sans réponse. En 1526, Soliman lança une invasion massive avec une armée de peut-être 100 000 hommes, des centaines de canons, une logistique parfaitement organisée. Le 29 août 1526, près du village de Mohacs, dans le sud de la Hongrie, l'armée hongroise affronta les Ottomans dans une bataille qui devint un synonyme de catastrophe nationale. Louis avait rassemblé peut-être 25 000 hommes, une force respectable, mais largement inférieure en nombre et en équipement. Pire encore, il n'attendit pas les renforts qui arrivèrent de Transylvanie. Il chargea impétueusement l'armée ottomane, peut-être par orgueil juvénile, peut-être parce qu'il croyait que Dieu soutiendrait la cause chrétienne. Les Ottomans laissèrent les Hongrois s'épuiser contre leurs lignes. Puis leurs janissaires contre-attaquèrent
avec une précision mortelle. Leur artillerie déchira les rangs hongrois. Leur cavalerie enveloppa les flancs. En quelques heures, l'armée hongroise fut détruite. Des milliers de nobles périrent, décapitant l'élite militaire du royaume. Le roi Louis lui-même mourut en fuyant, noyé dans un marais lorsque son cheval tomba et que son armure lourde l'entraîna au fond. Son corps ne fut retrouvé que des semaines plus tard. Mohács ne fut pas seulement une défaite militaire. Ce fut la fin du royaume médiéval de Hongrie. Les Ottomans marchèrent sur Buda, la pillèrent, puis se retirèrent, emmenant des dizaines de milliers de captifs qui furent vendus comme esclaves. La Hongrie sombra dans la guerre civile. 2 hommes revendiquèrent le trône. Ferdinand de Habsbourg, archiduc d'Autriche, qui avait épousé la sœur du roi mort, et Jean Zapolia, un magnate transylvain soutenu par les Ottomans. Cette division allait durer plus de 150 ans. En 1541, Soliman revint et prit définitivement Buda. Il annexa le centre de la Hongrie, la région entre le Danube et la Tisa, créant un pachalik ottoman avec Buda comme capitale. Ce territoire resta sous domination ottomane jusqu'à 1686. Les mosquées remplacèrent les églises. Les bains turcs, utilisant les sources thermales naturelles, devinrent une caractéristique de Buda. Les derviches et les imams coexistèrent avec les prêtres catholiques et orthodoxes qui servèrent les populations chrétiennes assujetties. La Hongrie était maintenant divisée en 3 parties. Le centre ottoman, comme nous l'avons dit. À l'ouest et au nord, une bande de territoire appelée Hongrie royale, contrôlée par les Habsbourg, qui avaient hérité de la couronne par mariage et élection. Et à l'est, la Transylvanie, qui devint une principauté semi-autonome, payant tribut aux Ottomans, mais conservant une large autonomie interne. Cette partition créa une situation géopolitique unique en Europe. Une terre frontière où 3 empires et 3 religions, le catholicisme, le protestantisme et l'islam, se rencontraient et s'affrontaient. La vie dans la Hongrie ottomane était paradoxale. D'un côté, il y avait l'oppression, les impôts lourds, les raids constants des Akhincés, ces cavaliers légers ottomans qui terrorisèrent les campagnes. Les jeunes garçons chrétiens étaient parfois enlevés pour le devshirme, le système de recrutement des janissaires. Les églises étaient transformées en mosquées ou en entrepôts. D'un autre côté, les Ottomans ne cherchaient pas à convertir massivement la population. Ils appliquaient le système du millet, qui permettait aux communautés chrétiennes de conserver leurs lois religieuses et leurs traditions tant qu'elles payaient le jizya, l'impôt des non-musulmans. Dans la Hongrie royale des Habsbourg, la situation n'était guère meilleure. Les Habsbourg utilisaient ce territoire comme base arrière pour leur guerre contre les Ottomans, le vidant de ressources humaines et financières. Ils installèrent des garnisons allemandes, construisirent des forteresses le long de la frontière ottomane, créant la Militärgrenze, une zone militaire permanente peuplée de soldats paysans. Ils imposèrent la contre-réforme avec une sévérité brutale, persécutant les protestants qui s'étaient multipliés pendant le chaos du XVIe siècle. La Transylvanie, quant à elle, connut une période extraordinaire de tolérance religieuse. Les princes transylvains, conscients de leur faiblesse et de leur position précaire entre les Ottomans et les Habsbourg, choisirent une politique pragmatique. En 1568, la Diète de Turda proclama la liberté de culte pour 4 religions reconnues: le catholicisme, le luthéranisme, le calvinisme et l'unitarisme. C'était révolutionnaire pour l'époque, où les guerres de religion ravageaient l'Europe occidentale. La Transylvanie devint un refuge pour les dissidents religieux, un laboratoire de coexistence confessionnelle. Certains princes transylvains rêvèrent même de réunifier la Hongrie sous leur autorité, de chasser à la fois les Ottomans et les Habsbourg. Étienne Báthory, prince de Transylvanie de 1571 à 1576, devint roi de Pologne et tenta de créer une alliance anti-ottomane. Gabriel Bethlen, au début du XVIIe siècle, profita de la guerre de 30 ans pour envahir la Hongrie royale des Habsbourg, se faisant élire roi de Hongrie par les nobles protestants. Georges Rákóczi II, au milieu du XVIIe siècle, lança une campagne militaire désastreuse qui attira la colère ottomane et mit fin à l'indépendance de facto de la Transylvanie.
Pendant tout ce temps, la guerre entre les Ottomans et les Habsbourg continuait par intermittence. Il y eut de longues périodes de paix, mais toujours précaires, toujours susceptibles de s'effondrer au moindre incident. En 1566, Soliman le Magnifique mourut pendant le siège de Szigetvar, une petite forteresse hongroise défendue héroïquement par Miklós Zrínyi et quelques centaines de soldats. La forteresse tomba, mais la résistance avait retardé l'avancée ottomane suffisamment pour que l'hiver s'installe, forçant les Ottomans à se retirer. Au XVIIe siècle, les Ottomans lancèrent une nouvelle grande offensive. En 1683, une immense armée ottomane marcha vers Vienne, la capitale des Habsbourg. Le siège de Vienne dura 2 mois, de juillet à septembre 1683. La ville semblait sur le point de tomber. Puis, le 12 septembre, une armée de secours arriva, menée par Jean III Sobieski, roi de Pologne. Dans une charge de cavalerie légendaire, les hussards polonais descendirent des collines entourant Vienne et brisèrent les lignes ottomanes. Ce fut le début de la fin pour l'Empire ottoman en Europe. Les Habsbourg passèrent à la contre-offensive. Avec leurs alliés polonais, vénitiens et russes, ils formèrent la Sainte Ligue et déclarèrent une guerre d'extermination contre les Ottomans. Les batailles se succédèrent pendant 15 ans. En 1686, les Habsbourg reprirent Buda après 145 ans d'occupation ottomane. Ce fut une victoire symbolique immense, célébrée dans toute l'Europe chrétienne. En 1687, la bataille de Mohács, sur le même champ où les Hongrois avaient été écrasés en 1526, vit cette fois la défaite décisive des Ottomans. En 1699, le traité de Karlowitz mit fin à la guerre. Les Ottomans cédèrent presque toute la Hongrie aux Habsbourg, ne conservant que le Banat de Temesvar, qu'ils perdraient aussi quelques décennies plus tard. C'était la première fois dans l'histoire que l'Empire ottoman signait un traité reconnaissant explicitement une défaite territoriale. Pour la Hongrie, c'était théoriquement une libération, une réunification après 160 ans de partition. Mais la réalité fut beaucoup plus complexe et amère. Les Habsbourg ne traitèrent pas la Hongrie comme un royaume libéré, mais comme une province conquise. Ils installèrent des administrations militaires germaniques, imposèrent des impôts écrasants pour payer les guerres, confisquèrent les terres des nobles hongrois suspects de sympathies pro-ottomanes ou protestantes. Ils encouragèrent la colonisation par des Allemands, des Serbes, des Croates, changeant la composition ethnique de régions entières. La Transylvanie perdit son autonomie et fut incorporée directement à l'empire des Habsbourg. Les Hongrois se révoltèrent. Entre 1703 et 1711, une insurrection massive embrasa le pays. Elle fut menée par François Rákóczi II, un prince transylvain descendant des anciens princes indépendants. Rákóczi mobilisa des dizaines de milliers de paysans et de nobles mécontents. Il créa une administration parallèle, frappa sa propre monnaie, négocia avec Louis XIV de France qui était alors en guerre contre les Habsbourg. Pendant 8 ans, la Hongrie fut en état de guerre civile totale. Mais Rákóczi ne put l'emporter. Les Habsbourg avaient des ressources supérieures, des armées professionnelles, le soutien de la noblesse catholique hongroise qui craignait le chaos social. En 1711, le traité de Szatmár mit fin à la révolte. Rákóczi s'exila en France puis en Turquie, où il mourut en 1735 dans la ville de Rodosto, sur les rives de la mer de Marmara. Le traité de Szatmár était un compromis. Les Habsbourg pardonnèrent aux rebelles et garantirent certains privilèges traditionnels de la noblesse hongroise. En échange, la Hongrie reconnaissait définitivement la suzeraineté des Habsbourg. Le XVIIIe siècle fut une période de paix relative, mais aussi de stagnation et de frustration pour les Hongrois. La Hongrie faisait maintenant pleinement partie de l'empire des Habsbourg, gouverné depuis Vienne. L'impératrice Marie-Thérèse, qui régna de 1740 à 1780, adopta une politique plus conciliante envers les Hongrois que ses prédécesseurs. Elle se fit couronner reine de Hongrie en 1741 avec la Sainte Couronne, respectant ainsi la tradition. Elle apprit le hongrois
chose rare pour un Habsbourg. Elle demanda l'aide des nobles hongrois pendant la guerre de succession d'Autriche et reçut leur soutien loyal. Son fils, Joseph II, qui régna de 1780 à 1790, adopta une approche radicalement différente. Influencé par les idées des Lumières, il voulut moderniser l'Empire par des réformes autoritaires. Il abolit le servage, imposa l'allemand comme langue administrative unique, supprima des privilèges nobiliaires, ferma des monastères. Ces réformes heurtèrent profondément les Hongrois, qui y virent une attaque contre leur identité nationale. À sa mort, beaucoup de ces réformes furent annulées par son frère Léopold II. Pendant ce temps, des transformations profondes travaillaient la société hongroise. Une nouvelle intelligentsia émergeait, formée dans les universités européennes, influencée par le romantisme et le nationalisme. Ces intellectuels redécouvraient et réinventaient l'histoire hongroise, créant une mythologie nationale centrée sur les origines nomades, les rois Arpad, les héros comme Hunyadi et Rákóczi. Ils commencèrent à promouvoir l'usage du hongrois comme langue littéraire et scientifique moderne, publiant des grammaires, des dictionnaires, des journaux. Le comte István Széchenyi, considéré comme le plus grand Hongrois du XIXe siècle, incarna cette génération de réformateurs. Aristocrate riche et cosmopolite, il aurait pu se contenter de profiter de ses privilèges. Au lieu de cela, il consacra sa vie à moderniser la Hongrie. Il fonda des institutions économiques et culturelles, la première ligne de bateaux à vapeur sur le Danube, l'Académie hongroise des sciences. Il écrivit des livres influents appelant à des réformes sociales et économiques. Et surtout, il proposa la construction d'un pont permanent reliant Buda et Pest, les deux villes jumelles séparées par le Danube. Le pont des Chênes, conçu par l'ingénieur anglais William Tierney Clark et achevé en 1849, devint le symbole de la Hongrie moderne. C'était le premier pont permanent sur le Danube en Hongrie, une merveille technique qui transforma Budapest en une véritable métropole. Mais plus symboliquement encore, Széchenyi insista pour que les nobles paient les mêmes péages que les roturiers, brisant un privilège féodal et affirmant l'égalité devant la loi. Un autre réformateur, plus radical, émergea dans les années 1840, Lajos Kossuth. Avocat de province devenu journaliste et orateur électrisant, Kossuth voulait une transformation complète de la Hongrie. Il exigeait l'abolition totale du servage, l'égalité des droits pour tous les citoyens, la liberté de la presse, un gouvernement responsable devant le Parlement hongrois plutôt que devant l'empereur à Vienne. Son programme était révolutionnaire pour l'époque et il trouva un écho immense auprès de la population hongroise. En 1848, l'année des révolutions qui embrasa toute l'Europe, la Hongrie se souleva. Le 15 mars, des étudiants et des intellectuels manifestèrent dans les rues de Pest, réclamant des réformes. Ils proclamèrent un programme en 12 points, exigeant la liberté de la presse, l'égalité devant la loi, une assemblée nationale élue, l'union de la Transylvanie avec la Hongrie et l'abolition du servage. La foule marcha vers le château de Buda, forçant le gouverneur impérial à accepter leurs demandes. L'empereur Ferdinand, affaibli par les révolutions simultanées à Vienne, Prague et dans les provinces italiennes, céda initialement. Il nomma un gouvernement hongrois responsable, dirigé par le comte Lajos Batthyány, avec Kossuth comme ministre des Finances et Széchenyi comme ministre des Transports. Le servage fut aboli en avril 1848, libérant des centaines de milliers de paysans. C'était une révolution pacifique, légale, qui semblait promettre une transformation harmonieuse de l'empire des Habsbourg en une monarchie constitutionnelle. Mais cette harmonie était illusoire. Les tensions ethniques explosèrent rapidement. La Hongrie de 1848 n'était pas un État homogène. Les Hongrois représentèrent peut-être 40% de la population. Il y avait aussi des Croates, des Serbes, des Roumains, des Slovaques, des Allemands. Beaucoup de ces groupes avaient leurs propres revendications nationales. Et ils se méfiaient des nationalistes hongrois qui voulaient imposer la langue et la culture hongroise. Les Croates, menés par le ban Josip Jelačić,
se révoltèrent contre le gouvernement hongrois et offrirent leur soutien à l'empereur. Les Serbes de Voïvodine et les Roumains de Transylvanie firent de même, craignant d'être opprimés dans une Hongrie indépendante. En septembre 1848, Jelačić envahit la Hongrie avec une armée croate. La guerre civile commença, se transformant rapidement en conflit entre le gouvernement révolutionnaire hongrois et l'Empire des Habsbourg. En décembre 1848, Ferdinand abdiqua en faveur de son neveu François-Joseph, un jeune homme de 18 ans qui n'était lié par aucune des promesses faites par son prédécesseur. François-Joseph rejeta toutes les réformes hongroises et ordonna la suppression de la Révolution par la force. Les Hongrois résistèrent farouchement. Kossuth prit la direction de la résistance, organisant une armée nationale, mobilisant toutes les ressources du pays. Les batailles se succédèrent tout au long de l'hiver et du printemps 1849. Au printemps, les Hongrois remportèrent une série de victoires étonnantes. Ils repoussèrent les Croates, bâtirent plusieurs armées impériales, reprirent Buda en mai 1849. Kossuth proclama l'indépendance totale de la Hongrie et déclara la déposition de la dynastie des Habsbourg. Il fut nommé gouverneur-président de la Hongrie indépendante. Pendant quelques semaines, il sembla que l'impossible était sur le point de se réaliser, que la Hongrie allait véritablement redevenir un royaume souverain. Mais François-Joseph fit appel au tsar Nicolas Ier de Russie. Le tsar, craignant que la révolution hongroise n'inspire ses propres sujets polonais, envoya une armée massive de 200 000 hommes. Les Hongrois ne pouvaient résister simultanément aux Habsbourg et aux Russes. En août 1849, l'armée hongroise fut écrasée près de Temesvar. Le 13 août, le général Arthur Görgey, commandant en chef hongrois, capitula devant les Russes à Vilagos, espérant obtenir des conditions plus clémentes que si les Hongrois se rendaient aux Autrichiens. La répression fut terrible. Des centaines de révolutionnaires furent exécutés ou emprisonnés. Le 6 octobre 1849, date devenue symbole du deuil national hongrois, 13 généraux hongrois furent exécutés à Arad. Le premier ministre Batthyány fut fusillé à Pest le même jour. Kossuth s'enfuit en Turquie, puis aux États-Unis et en Italie, passant le reste de sa vie en exil. Chéchény, déjà fragile mentalement, s'effondra psychologiquement et passa ses dernières années dans un asile. François-Joseph imposa un régime absolutiste. La Hongrie perdit toute autonomie et fut divisée en provinces administrées directement depuis Vienne. L'allemand redevint la seule langue officielle. Les Hongrois appelèrent cette période le néo-absolutisme, une décennie d'oppression et de résistance passive. Mais cette politique était insoutenable. L'Empire était financièrement épuisé, diplomatiquement isolé. En 1859, il perdit une guerre contre la France et le Piémont, perdant la Lombardie. En 1866, il fut écrasé par la Prusse à Sadowa, perdant son influence en Allemagne. François-Joseph comprit qu'il devait trouver un arrangement avec les Hongrois. Des négociations secrètes commencèrent, menées principalement par Ferenc Deák, un homme politique hongrois, modéré, qui avait refusé de participer à la révolution de 1848, mais défendait fermement les droits constitutionnels de la Hongrie. Deák proposa un compromis. La Hongrie reconnaîtrait la légitimité des Habsbourg et accepterait une union avec l'Autriche pour les affaires étrangères, la défense et les finances communes. En échange, la Hongrie aurait son propre gouvernement, son propre parlement, le contrôle complet de ses affaires intérieures. Ce compromis, l'Ausgleich en allemand, le Kiegyezés en hongrois, fut signé en 1867. Il créa l'Autriche-Hongrie, une double monarchie unique dans l'histoire européenne. François-Joseph était empereur d'Autriche et roi de Hongrie, 2 titres séparés. Il y avait 3 ministères communs, affaires étrangères, guerre et finances, mais chacune des 2 moitiés de la monarchie avait son propre Premier ministre, son propre parlement, son propre budget, ses propres lois. Le 8 juin 1867, François-Joseph fut couronné roi de Hongrie à Budapest dans une cérémonie somptueuse, utilisant la Sainte Couronne, selon les rituels ancestraux.
L'Autriche-Hongrie devint l'une des grandes puissances européennes. Elle occupait un immense territoire au cœur de l'Europe, des Alpes à la Transylvanie, de la Bohême à la Bosnie. Sa capitale, Vienne, était l'une des villes les plus brillantes du monde, centre de culture, de musique, de sciences. Budapest connut une croissance explosive, passant d'une ville provinciale à une métropole moderne de plus d'1 million d'habitants à la veille de la Première Guerre mondiale. Le pont des Chênes fut rejoint par d'autres ponts spectaculaires. Le Parlement hongrois, un immense bâtiment néo-gothique inspiré de Westminster, fut construit sur les rives du Danube et devint le symbole de l'autonomie hongroise. La Hongrie se modernisa rapidement. Des chemins de fer sillonnèrent le pays, reliant Budapest à toutes les villes principales. Des usines furent construites, créant une classe ouvrière industrielle. L'agriculture se mécanisa, les grandes plaines devenant le grenier de l'Empire. L'éducation se développa, avec des universités, des écoles secondaires, des bibliothèques publiques. Une bourgeoisie hongroise prospère émergea. Commerçants, banquiers, industriels, médecins, avocats. Budapest devint un centre de vie intellectuelle et artistique, avec des cafés où l'on débattait de politique et de littérature, des théâtres où l'on jouait en hongrois, des journaux dans toutes les tendances politiques. Mais l'Autriche-Hongrie était aussi une structure fragile, minée par des contradictions insurmontables. La principale était la question des nationalités. Dans la moitié autrichienne, les Allemands étaient minoritaires face aux Tchèques, Polonais, Ukrainiens, Slovènes, Italiens. Dans la moitié hongroise, les Hongrois eux-mêmes étaient à peine majoritaires face aux Roumains, Slovaques, Croates, Serbes, Allemands. Le compromis de 1867 avait résolu le conflit entre Autrichiens et Hongrois en créant le dualisme. Mais il avait ignoré toutes les autres nationalités. Les gouvernements hongrois successifs menèrent une politique de magyarisation agressive. Ils tentèrent d'imposer le hongrois comme unique langue d'enseignement dans toutes les écoles, y compris dans les régions à majorité non hongroise. Ils limitèrent les droits politiques des minorités. Ils encouragèrent l'assimilation culturelle. Cette politique créa des ressentiments profonds. Les Roumains de Transylvanie, les Slovaques du Nord, les Serbes du Sud se tournèrent vers leurs États-nations voisins. La Roumanie, la Serbie, rêvant de rattachement plutôt que de continuer à vivre sous domination hongroise. Les tensions sociales étaient aussi profondes. La terre restait concentrée entre les mains d'une petite aristocratie foncière. Des millions de paysans hongrois et non hongrois vivaient dans la pauvreté. Entre 1880 et 1914, plus de 2 millions de personnes émigrèrent de Hongrie, principalement vers les États-Unis, cherchant une vie meilleure. Le mouvement ouvrier se radicalisa, influencé par le socialisme et l'anarchisme. Des grèves massives éclatèrent régulièrement, réprimées par la police et l'armée. Sur le plan international, l'Autriche-Hongrie était de plus en plus isolée. Elle avait perdu ses alliances traditionnelles avec la Russie après la guerre de Crimée. Elle était alliée à l'Allemagne par la Duplice, puis la Triple Alliance avec l'Italie. Mais cette alliance était fragile. L'annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908 provoqua une crise majeure avec la Serbie et la Russie. Les Balkans devenaient un baril de poudre, et l'Autriche-Hongrie était assise dessus. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe bosniaque nommé Gavrilo Princip assassina l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, et son épouse Sophie. L'archiduc était paradoxalement l'un des rares dirigeants de la monarchie qui envisageait des réformes pour résoudre la question des nationalités, proposant de transformer le dualisme en trialisme ou même en fédéralisme. Sa mort élimina cette possibilité. Le gouvernement austro-hongrois, encouragé par l'Allemagne, décida d'utiliser l'assassinat comme prétexte pour écraser la Serbie. Le 23 juillet, Vienne envoya un ultimatum à Belgrade avec des exigences délibérément inacceptables. Quand la Serbie n'accepta pas toutes les conditions, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre le 28 juillet. La Russie mobilisa pour soutenir la Serbie. L'Allemagne déclara la guerre à la Russie et à la France. L'Angleterre entra en guerre quand l'Allemagne envahit la Belgique. En quelques jours,
toute l'Europe bascula dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Pour la Hongrie, la guerre commença dans l'enthousiasme patriotique. Des milliers d'hommes s'enrôlèrent volontairement, croyant à une guerre courte et victorieuse. Mais très vite, la réalité se révéla horrible. Sur le front oriental, les armées austro-hongroises furent écrasées par les Russes en Galicie. Sur le front serbe, les Serbes infligèrent des défaites humiliantes. Sur le front italien, ouvert en 1915 quand l'Italie changea de camp, les combats s'enlisèrent dans une guerre de tranchées meurtrières dans les Alpes. Des centaines de milliers de soldats austro-hongrois moururent, furent blessés ou capturés. L'Empire commença à se disloquer de l'intérieur. Les soldats tchèques, polonais, roumains désertaient massivement ou se rendaient volontairement. Les populations civiles souffraient de pénuries alimentaires, d'inflation galopante. En 1916, l'empereur François-Joseph mourut après 68 ans de règne, le plus long de l'histoire européenne moderne. Son petit-neveu Charles Ier lui succéda et tenta désespérément de négocier une paix séparée, mais il était trop tard. En 1917, la révolution russe inspira des mouvements révolutionnaires dans toute l'Europe centrale. En octobre 1918, après la défaite militaire décisive sur le front italien, l'Autriche-Hongrie demanda un armistice. Mais avant même que l'armistice ne soit signé, l'Empire implosait. Les nationalités proclamaient leur indépendance les unes après les autres. Les Tchèques et les Slovaques formèrent la Tchécoslovaquie. Les Slaves du Sud créèrent le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, future Yougoslavie. Les Polonais reconstituèrent la Pologne. Le 31 octobre 1918, la révolution éclata à Budapest. Le comte Mihály Károly, un aristocrate libéral pacifiste, prit le pouvoir et proclama la République hongroise indépendante. Il promit des réformes sociales radicales, la redistribution des terres, le droit de vote universel, la paix avec les Alliés. Mais Károly était un idéaliste naïf face à la réalité impitoyable du moment. Les Alliés, menés par la France, étaient déterminés à punir la Hongrie pour son rôle dans la guerre et à récompenser leurs alliés roumains, tchèques, yougoslaves. Les armées roumaines, tchécoslovaques et yougoslaves envahirent la Hongrie, occupant des territoires peuplés en partie de Hongrois. Károly démissionna en mars 1919 en signe de protestation, laissant le pouvoir aux socialistes et aux communistes. Un jeune révolutionnaire nommé Béla Kun, qui avait été prisonnier de guerre en Russie et avait été converti au bolchevisme, proclama la République des Conseils hongroise sur le modèle soviétique. La République des Conseils ne dura que 133 jours, de mars à août 1919. Elle nationalisa les propriétés, collectivisa les terres, créa une armée rouge hongroise qui tenta de reconquérir les territoires perdus. Mais elle fut isolée internationalement, attaquée de tous côtés, et commit des erreurs tragiques, notamment une terreur rouge qui aliéna une grande partie de la population. En août, l'armée roumaine occupa Budapest et mit fin à la République soviétique. Le pouvoir passa alors à des forces conservatrices et contre-révolutionnaires menées par l'amiral Miklos Horthy, un ancien commandant de la marine austro-hongroise. Horthy instaura une terreur blanche qui fit plus de victimes que la terreur rouge précédente, massacrant des milliers de communistes, socialistes et juifs accusés de soutenir Béla Kun. En mars 1920, Horthy fut élu régent du royaume de Hongrie, un royaume sans roi, car les Alliés refusèrent le retour des Habsbourg. Le 4 juin 1920, le traité de Trianon fut signé au palais de Versailles. Ce traité démembra la Hongrie historique de manière brutale. La Hongrie perdit 72% de son territoire et 64% de sa population. La Transylvanie, avec une population mixte de Roumains et de Hongrois, fut cédée à la Roumanie. La Slovaquie et la Ruthénie subcarpatique furent données à la Tchécoslovaquie. La Croatie-Slavonie et le Banat furent partagés entre la Yougoslavie et la Roumanie. Même l'Autriche reçut le Burgenland, une petite région à majorité germanophone, mais faisant historiquement partie de la Hongrie. Plus de 3 millions de Hongrois ethniques se retrouvèrent hors des nouvelles frontières, en tant que minorité dans des États hostiles.
Le traité de Trianon devint le traumatisme central de l'histoire hongroise moderne. Il fut perçu non comme une paix juste, mais comme une humiliation nationale insupportable. Des cartes montrant la Grande Hongrie, avant Trianon, et la Petite Hongrie, après, furent affichées dans toutes les écoles, les églises, les bâtiments publics. Le slogan « Nem, nem, soa » non, non, jamais, exprima le refus hongrois d'accepter les nouvelles frontières. Chaque année, le 4 juin devint un jour de deuil national. Cette obsession révisionniste empoisonna la politique hongroise de l'entre-deux-guerres. Horthy chercha des alliances pour réviser Trianon. Dans les années 1930, quand l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste émergèrent comme puissances révisionnistes, la Hongrie se rapprocha d'elle. Ce n'était pas nécessairement par affinité idéologique, beaucoup de dirigeants hongrois méprisaient Hitler, mais par calcul géopolitique. Seules l'Allemagne et l'Italie semblèrent prêtes à remettre en question l'ordre de Versailles. Cette politique donna des résultats à court terme. En 1938, après l'Anschluss et les accords de Munich, la Hongrie récupéra une partie de la Slovaquie méridionale lors du premier arbitrage de Vienne. En 1940, après la défaite de la France, le second arbitrage de Vienne lui rendit le nord de la Transylvanie. En 1941, après l'invasion de la Yougoslavie, elle annexa la Batchka. Ces révisions territoriales furent célébrées comme des triomphes nationaux. Mais le prix fut catastrophique. La Hongrie devint de plus en plus dépendante de l'Allemagne nazie. En 1941, sous pression allemande, elle entra en guerre contre l'Union soviétique, envoyant d'abord une armée de 50 000 hommes, puis une seconde armée de 200 000 hommes, qui fut anéantie près du Don en janvier. 1943. En 1944, quand Horthy tenta de négocier une paix séparée avec les Alliés, les Allemands envahirent la Hongrie et installèrent un régime fasciste hongrois, le Parti des Croix fléchées, qui collabora à la déportation et au massacre de centaines de milliers de Juifs hongrois. La libération de la Hongrie par l'Armée rouge en 1945 se transforma rapidement en nouvelle occupation. L'Union soviétique imposa progressivement un régime communiste. En 1948, le Parti communiste hongrois, dirigé par Matyás Rákosi, prit le contrôle total du pays. La Hongrie devint une démocratie populaire, un État satellite de Moscou. La terreur stalinienne s'abattit sur le pays. Arrestations, procès truqués, exécutions, camps de travail. Des centaines de milliers de personnes furent persécutées pour des raisons politiques, sociales ou religieuses. En 1956, après la mort de Staline et la déstalinisation partielle, une révolution éclata à Budapest. Le 23 octobre, des étudiants manifestèrent pour réclamer des réformes. La police ouvrit le feu. La révolution s'étendit à tout le pays. Des conseils ouvriers se formèrent. L'armée fraternisa avec les insurgés. Imre Nagy, un communiste réformiste, devint Premier ministre et promit des élections libres et la neutralité de la Hongrie. Pendant quelques jours, il sembla possible que la Hongrie devienne le premier pays à se libérer du bloc soviétique. Mais le 4 novembre, les chars soviétiques envahirent Budapest. Les combats durèrent des jours, faisant des milliers de morts. Nagy fut arrêté, jugé secrètement et exécuté en 1958. 200 000 Hongrois s'enfuirent à l'ouest. La répression fut terrible. Et pourtant, 1956 resta gravé dans la mémoire hongroise comme un moment de fierté nationale. La preuve que les Hongrois n'accepteraient jamais passivement la domination étrangère. János Kadar, installé au pouvoir par les Soviétiques après avoir trahi Nagy, dirigea la Hongrie pendant 32 ans. Après la répression initiale, il adopta progressivement une politique plus pragmatique, le communisme du goulash, permettant un niveau de vie relativement élevé et une certaine liberté culturelle tant que personne ne contestait le monopole du parti. La Hongrie devint la baraque la plus joyeuse du camp socialiste. Comme on disait ironiquement, un régime autoritaire, mais moins oppressif que ses voisins. En 1989, quand le bloc soviétique s'effondra,
la Hongrie joua un rôle symbolique crucial. En mai, elle commença à démanteler la clôture de barbelés à sa frontière avec l'Autriche. En août et septembre, des milliers d'Allemands de l'Est en vacances en Hongrie profitèrent de cette brèche pour fuir à l'Ouest, accélérant la crise qui mena à la chute du mur de Berlin en novembre. La Hongrie retrouva sa souveraineté, organisa des élections libres, rejoignit l'Union européenne en 2004 et l'OTAN en 1999. Aujourd'hui, plus de 1100 ans après qu'Arpad a franchi les Carpates, la Hongrie existe toujours. Nation résiliente qui a survécu à tant de catastrophes, de conquêtes, de révolutions. Elle a conservé sa langue unique, sa culture distinctive, sa mémoire longue. Mais elle porte aussi les cicatrices de son histoire. Les divisions politiques, les traumatismes non résolus de Trianon et de 1956, les débats sur l'identité nationale, les relations parfois difficiles avec ses voisins. Pourquoi continuons-nous de raconter l'histoire de la Hongrie ? Peut-être parce qu'elle nous rappelle que les nations ne sont pas des entités éternelles, mais des constructions fragiles, constamment menacées, constamment réinventées. Peut-être parce qu'elle montre comment un petit peuple peut maintenir son identité face à des empires immenses. Peut-être parce qu'elle nous enseigne que l'histoire n'est jamais vraiment terminée, que le passé continue de hanter le présent, que les choix faits, il y a des siècles, résonnent encore aujourd'hui. La Hongrie n'est pas une histoire de triomphe ininterrompu, ni de victimisation totale. C'est une histoire complexe, ambiguë, remplie de moments de gloire et de moments de honte, de héros et de traîtres, de victimes et d'oppresseurs. C'est l'histoire d'un peuple qui a été à la fois le rempart de l'Europe contre l'Orient et l'agresseur de ses voisins, le champion de la liberté et l'oppresseur des minorités. C'est une histoire qui résiste aux simplifications, qui défie les narratifs faciles. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être racontée, encore et encore, à chaque génération qui doit comprendre d'où elle vient pour savoir où elle va. L'histoire de la Hongrie, avec ses rois nomades devenus chrétiens, ses châteaux assiégés par les Ottomans, sa double monarchie avec l'Autriche, ses révolutions écrasées et ses renaissances obstinées, est l'histoire de l'Europe elle-même, dans toute sa complexité tragique et magnifique. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.